Ciné d'avenir, le journal du festival avec Jean-Luc Brunet de Cinécran.fr. Bonjour Eric. Bonjour. Et notre invité aujourd'hui, Abd Al-Malik, qui vient présenter son deuxième film en compétition. Bon, nous sommes heureux de vous accueillir au festival de Saint-Jean-de-Luz. Merci beaucoup. Alors ce film, Furcy né libre, c'est un film, donc, comme je disais, en compétition. Le pitch, c'est Lesla Furcy en 1817, île de la Réunion, qui découvre des documents qui pourraient faire de lui un homme libre. C'est une adaptation, c'est l'histoire de l'esclavage, c'est l'histoire de la liberté d'un homme. Alors comment passe-t-on d'un livre à une adaptation au cinéma ? Comment passe-t-on ? Moi, vous savez, je suis un homme de passerelle. Donc pour moi, les différentes œuvres artistiques sont en dialogue. Elles dialoguent les unes avec les autres. Et moi, donc il y a ce livre, mais il y a aussi le scénariste Étienne Comar, qui vient me voir avec un scénario et qui me dit qu'il y a une histoire à raconter là. Et moi, au moment où il vient me voir, il s'est passé des choses. Si on retourne en arrière, presque 10 ans en arrière, je suis sur l'île de la Réunion, il y a des jeunes qui viennent me voir, qui m'amènent le livre de Mohamed Aïssaoui, L'affaire de l'esclave Furcy. Et ils me disent qu'ils aimeraient bien faire une adaptation au théâtre et tout ça. Moi, je lis ça, je trouve le livre fabuleux, mais je ne sais pas vraiment comment aborder la chose. Je le mets de côté, le temps passe. Chaque année à Nantes, on organise, la ville est à la période de la commémoration des abolitions, de l'esclavage. La ville est tout d'un coup devient une ville dédiée, c'est-à-dire ils ont un musée fabuleux, ils ont un mémorial fabuleux. Il y a des conférences, il se passe énormément de choses autour de la question de l'esclavagisme. Et chaque année, ils ont un parrain. Et cette année-là, les parrains, c'était moi-même, Patrick Chamoiseau et Françoise Vergès. Et j'ai appris beaucoup de choses, des choses qui m'ont marqué. Quelque temps après, il y a le musée d'Orsay qui organise cette exposition qui s'appelait Le modèle noir de Jéricho Amatis. J'y participe. Je fais un spectacle autour d'un tableau de Pierre Puvis-Chavannes qui s'appelle Le jeune noir à l'épée. Et là encore, des informations, et là encore, des choses qui me nourrissent. Il y a Ned Parker qui fait ce film Birth of the Nation. Et on me demande de doubler la voix française. Et pareil, je vais à Los Angeles, je le rencontre, je plonge dans le film, etc. Et là, je me dis quand même, il y a un film qu'on devrait raconter, nous, mais de France, en fait. Et c'est là où Étienne Comar vient me voir et il me présente le livre de Mohamed Aïssaoui. Il me dit, j'aimerais bien qu'on fasse un truc là-dessus. Et c'était quasiment 10 ans, jour pour jour après. Sauf que là, j'étais prêt. Je savais comment raconter, je savais ce que je voulais raconter. Voilà, là, je vous ai fait tout le process. Pour le coup, les 10 ans qui séparent, 10-11 ans qui séparent ce film du premier, qui était Qu'Allah bénisse la France, qui était adapté de votre propre travail, de votre propre ouvrage. Est-ce que c'est très différent, est-ce que c'est foncièrement différent de travailler sur une idée qu'on n'a pas initiée? Et est-ce qu'il y avait besoin justement de ces 10 ans pour s'approprier, laisser mûrir un peu le projet qui était resté là dans un coin de votre tête? S'il y avait besoin de 10 ans, ce n'était pas tant pour, j'ai envie de dire, méthodologiquement ou techniquement faire le travail d'adaptation. C'était surtout le fait de savoir, moi, comment je pouvais raconter cette histoire de la meilleure des manières. Parce que quand même, on parle de l'esclavage, on parle d'un thème on parle aussi d'une thématique où en France, on n'a pas tant de films que ça, voire très peu. Et encore une fois, il y a eu le film de Simon Monteiro, Ni chaîne ni maître, mais avant ça, c'est un peu bon. Et donc, c'est surtout ça, en fait. Comment esthétiquement, mon approche esthétique, mon approche de cinéaste, moi qui ne suis... Comment une histoire vraie, on s'en inspire, on se l'approprie, sans trahir. Comment on reste dans cet esprit, l'esprit de justice, l'esprit de droit, l'esprit de liberté. Et donc voilà, c'est toute cette réflexion, en fait, c'est ça qui a mûri, en fait, c'est ce temps. Et à partir du moment où, lorsqu'Étienne vient me voir, en fait, comme j'étais prêt à ce niveau-là, tout s'est passé très vite, tout était naturel et tout était simple d'une certaine manière. Et vous êtes un homme de spectacle vivant. On vous a proposé au départ une pièce de théâtre. La première rencontre à La Réunion, c'était l'idée d'une pièce de théâtre. Ouais. En quoi ce projet était-il finalement plus cinématographique que théâtral ? Je ne dirais pas qu'il est plus cinématographique que théâtral. Je dirais que c'est vraiment un mariage des deux. Mais que le cinéma, de mon point de vue, ça pouvait encore plus mettre en lumière certaines choses, des choses que je voulais montrer. Mais encore une fois, mon travail dans le spectacle vivant, etc., tout ça est intégré dans le... Et ce que j'aime de manière générale dans le cinéma, c'est que c'est quand même un art de synthèse. En fait,
tout ce que j'aime est là, en fait. Il y a la littérature, la poésie, l'art pictural, la musique, le théâtre, enfin, tout est là, en fait. Et c'est ça qui est fabuleux. Donc, c'est plus, je dirais pas en plus ou moins, je dirais que d'une certaine manière, le cinéma chapeaute tout ça et fait le lien entre tout ça. Le combat de Furcy, c'est un combat viscéral. Est-ce que vous êtes senti une responsabilité particulière à retranscrire ce combat? C'est le combat d'un homme pour la liberté, plus finalement qu'un film sur l'esclavage. C'est l'après-esclavage, c'est l'abolition, c'est le combat de cet homme. Complètement. D'ailleurs, et vous dites bien, parce que c'est comme ça que j'ai abordé ce film au moment où on travaillait sur l'écriture. Pour moi, c'était pas un film sur l'esclavage, c'était un... Bien sûr, ça parle de l'esclavage, bien sûr, mais parce que quand on dit film sur l'esclavage, c'est presque un genre aujourd'hui, le film d'esclavage, les Américains avec le... Mais moi, c'était vraiment un film sur l'abolition ou sur les abolitions, sur l'après en fait. Et donc c'est comme ça. Et en abordant les choses de cette manière-là, il y avait quelque chose en écho de très puissant avec notre époque. Et donc je voulais mettre ça en lien. Je voulais que ce soit quelque chose qu'on ressente et qu'on voit et donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu totalement à votre question. Oui, parfaitement. Oui, ouais, c'est très bien. Alors, on parlait d'adaptation, mais c'est une très belle reconstitution historique aussi. Ouais. Magnifiques paysages et magnifiques décors. Ouais. Comment s'est passé le tournage, les repérages, les lieux, les sites? On a fait un repérage qui a duré 3 ans. On a fait beaucoup de repérages, énormément de repérages. Et puis je connais bien La Réunion aussi. Donc je savais ce que je voulais montrer en fait, parce que c'est aussi un film, et j'ai presque envie de dire c'est surtout aussi un film qui rend hommage au peuple réunionnais. C'est un film qui rend hommage à la fois au peuple, les femmes et les hommes, mais aussi au pays, c'est-à-dire aux paysages, aux différents endroits et tout ça. Et c'est ça que je voulais faire énormément également. Donc il y a eu tout ce travail, et puis les gens à la déco, au costume, des gens extrêmement talentueux qui ont fait en sorte que tout ça soit vrai, quoi, qu'il y ait cette espèce d'authenticité véritable. Et pour revenir aussi en écho par rapport à la question que vous m'avez posée tout à l'heure, parce que en fait, l'idée de responsabilité était fondamentale. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas historien, et c'est une œuvre de fiction. Bien sûr, c'est inspiré d'une histoire réelle, mais c'est une fiction. Quand je dis que c'est une fiction, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en 1h48, qui est la durée du film, on ne peut pas raconter la vie d'un homme. En 1h48, on ne peut pas tout raconter, on ne peut pas tout dire. Donc, il y a des choses qu'on coupe, qu'on omet, il y a des choses qu'on fictionne, il y a des raccourcis, etc. Donc ça, je l'ai fait. Mais ce qui est sûr et qui est authentique, c'était l'esprit. C'est-à-dire l'esprit, et notamment l'esprit, sans faire de jeu de mots, mais l'esprit des lois. Qui sont en question, il y a les minutes du procès qui sont vraiment mis là réellement, enfin, c'est l'esprit de liberté, l'esprit de justice, tout ça c'était fondamental. Et pour moi ça c'est le cœur, et en creux, en faisant ça, je me posais aussi cette question, et je pose cette question finalement, de l'importance de la fiction dans l'écriture d'un récit mythique ou mythologique national. Comment on va raconter des histoires qui vont nous permettre de faire peuple, de faire France, qu'on puisse avancer tous ensemble avec nos singularités. Le choix du casting, et notamment de Makita Samba, qui est absolument remarquable dans cette composition de Furcy, est-ce qu'elle a été évidente? Est-ce que ce choix a été évident? Et puis voilà, peut-être dire un petit mot également sur Romain Duris, qui compose un procureur extraordinaire, Vincent Macaigne. Enfin voilà, il y a un casting qui est très important et qui pour le coup donne aussi beaucoup plus d'ampleur aux propos, qui lui donne de l'ampleur. Avant de répondre directement, il y avait cette idée aussi de dire je voulais faire un film France. Des fois, vous savez, on dit les films monde ou les films... Mais moi, je voulais faire un film France. Et pour faire un film France, il y avait cette idée aussi de prendre des acteurs, des actrices aussi, qui d'une certaine manière, de mon point de vue en tout cas, symbolisent ça, portent ça en eux. Cette singularité du génie français d'une certaine manière. Et donc des gens comme Romain Duris, comme Vincent Macaigne, comme André Marcon, Michel Esco, enfin tous ces gens-là, voilà, il y avait quelque chose d'important à ce niveau-là. Et puis Makita, ça a été vraiment une évidence pour moi. Il est arrivé, et je pensais déjà que ça allait être lui, mais il est arrivé, c'était lui directement. Je pensais que c'était lui parce que précisément, je connaissais son travail, notamment sa prestation dans le film d'Audiard, etc. Mais je voulais quelqu'un qui soit, comment dire, qui nous dise tout
rien que par un regard, qui puisse tout nous dire par une posture de corps, etc. Et lui, il a énormément travaillé sur son corps, il a fait un travail fabuleux. Ils ont tous fait un travail remarquable. Et c'est en ce sens-là. Depuis longtemps, je voulais faire un film aussi qui rende hommage au théâtre, mais sans que ce soit un film sur le théâtre. Et pour moi, les tribunaux, etc., on est en représentation, etc. Donc, il fallait des gens qui portent le verbe haut. Et il y a cette idée aussi, une sorte de battle, de joute verbale et tout ça. Et il fallait des acteurs qui soient capables d'incarner ça et de nous embarquer. Parce que quand même, on parle de droit, de trucs qui sont assez... Et des gens qui nous embarquent là-dedans. Voilà, donc j'ai eu cette chance merveilleuse que de travailler avec ces acteurs et ces actrices fabuleux. Éric parlait il y a quelques minutes de la magnificence de cette île, de la Réunion, l'île Bourbon à l'époque. Comment vous avez pensé la mise en scène? Le film est très très beau visuellement, il est très puissant. Et il y a de la mise en scène notamment de la violence. On sent qu'elle est très pensée, très... Voilà, comment vous avez travaillé sur ça? Pour moi, la violence, pour répondre à cette question d'abord, c'était un enjeu central. De toute façon, même dans qu'Allah bénisse la France, enfin dans tout ce que je fais, même dans ce que j'écris, pour moi, la violence, c'est important parce qu'aujourd'hui, on a de la violence à toutes les sauces. On met de la violence partout. Et du coup, on participe à rendre notre société, notre monde violent. Donc évidemment, il y a des choses qu'il fallait montrer. Mais il y avait aussi le fait, pour travailler dans une sorte d'interactivité avec le public, le hors-champ était très important. L'aspect du son est très important. On a compris à un moment donné, ça ne sert à rien d'insister sur les choses de violence. Et puis, le cerveau lui-même, il fait le travail qu'il doit faire. Donc ça, c'était un vrai sujet. Et pour le reste, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire être esthétique sans être esthétisant. En fait, tout doit faire sens. Un mouvement de caméra fait sens. Cette colorimétrie, elle fait sens. Tout doit faire sens, en fait. Tout doit nous dire quelque chose. Et donc, j'ai une équipe fabuleuse avec qui on a travaillé vraiment dans le détail pour faire en sorte aussi que les gens, en allant voir ce film, ils vivent une véritable expérience de cinéma. Parce que, in fine, c'est un film qu'on va voir. Et c'est important que les gens puissent vivre cette expérience pleinement, au-delà de l'importance de l'histoire qu'on raconte. Votre expérience, pardon, une toute dernière question. Ce plaisir du cinéma qu'on sent dans la manière dont vous le pensez, est-ce qu'il va falloir attendre encore 10 ans pour voir le 3e long métrage d'Abdel Malik, ou est-ce qu'il y a peut-être des choses déjà qui germent? Non, il y a plein de choses qui germent, et j'espère que non, qu'on ne va pas attendre tout ça. Mais en même temps, vous savez, aujourd'hui, mais même je pense que de manière générale, pouvoir faire un film, véritablement faire un film, c'est un miracle. Parce qu'il faut vraiment une sorte d'alignement des étoiles et de plein de choses. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai plein d'idées et on travaille sur des choses déjà et tout. Et je croise les doigts et on se bat pour faire en sorte que le prochain film puisse venir vite et rapidement. Mais aujourd'hui, c'est Furcine est libre. La date de sortie? Alors, c'est le 14 janvier, France hexagonale. Et ça sortira un peu avant, en décembre, évidemment à La Réunion. Et puis en Martinique, Guadeloupe, Guyane. Voilà. Merci, puis à très vite alors. À très vite, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.